Do you get tired of people asking you for money all the time, Abe? Give me your opinion on it. I've been tired. A year ago. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. Are you gonna miss your home? Yep, I miss it, but life goes on. Cet homme aura la chance inouïe de gagner au loto. Mais ce qui va dans un premier temps faire son bonheur va le perdre, car son butin va faire de lui une véritable proie. Aujourd'hui, la triste histoire d'Abraham Shakespeare. Merci à Hervé pour la bannière qui a été gracieusement faite par ses soins. On est très fiers, elle est très jolie. Merci du fond du cœur de contribuer ainsi à la chaîne. Abraham Lee Shakespeare a 42 ans. Il est né le 24 avril 1966 et a 2 enfants. Comme beaucoup d'Américains, il cumule 2 emplois. Il travaille d'une part comme chauffeur poids lourd et d'autre part comme ouvrier journalier. Il n'a donc pas de revenus réguliers et occupe divers emplois précaires pour pouvoir payer ses factures, jusqu'au jour où la chance va lui sourire. Nous sommes le 15 novembre 2006. Abraham et son collègue, Michael Ford, roulent vers Miami quand ils décident de s'arrêter brièvement dans une épicerie de Frostproof en Floride pour acheter des boissons et des cigarettes. Ford sort du camion et demande à Shakespeare s'il veut qu'il lui achète quelque chose. Shakespeare reste dans la voiture mais lui donne $2 et lui demande de lui acheter 2 tickets de loterie. Et l'incroyable va se produire. L'un des 2 billets est gagnant. Il va gagner 30 millions de dollars. Fini les fins de mois difficiles pour Abraham, il va enfin pouvoir profiter de la vie. Pour éviter les dépenses inconsidérées et éviter la banqueroute, comme on l'a vu de nombreuses fois avec les gagnants du loto, la plupart des gagnants choisissent un échelonnement de leurs gains. Ils reçoivent donc une grande partie de leurs gains dans un premier temps, puis le reste, une partie chaque année. C'est plus prudent ainsi. Abraham, lui, décide de recevoir 17 millions de dollars et c'est ainsi que dès janvier 2007, il déménage de son quartier ouvrier de Lakeland en Floride pour emménager dans sa nouvelle maison à 1 100 000 $ dans le quartier huppé et fermé, pas très loin de Lakeland. Il achète également de nouvelles voitures ainsi qu'une Rolex qu'il achète chez un prêteur sur gage. Tout semble aller pour le mieux pour Abraham jusqu'au jour où son ami Michael Ford, souvenez-vous, celui qui avait cherché ses 2 billets de loterie, vient lui demander une partie du jackpot. Il lui réclame 1 million de dollars. Et Abraham refuse. Après tout, c'est lui qui a demandé à son ami d'acheter ces 2 billets. Et c'est avec son argent qui plus est. Alors, hors de question. Et ça ne plaît pas à Ford, qui décide alors de le poursuivre en justice, affirmant qu'Abraham lui avait volé les billets de loterie dans son portefeuille. Mais heureusement, le jury n'est pas dupe, et le 19 octobre 2007, après un peu plus d'1 heure de délibération, ce qui est court, le jury s'accorde sur le fait qu'Abraham est innocent et qu'il n'a pas volé le ticket gagnant dans le portefeuille de Ford. Et alors qu'Abraham se croit tiré d'affaire, ce qu'il ne sait pas à ce moment, c'est que les ennuis ne font que commencer pour lui. Il faut savoir qu'Abraham est un homme généreux. Alors il prêtait souvent de l'argent à droite et à gauche. Il le faisait de bon cœur, mais nombreux sont ceux qui profitaient de sa générosité. Il était devenu tellement frustré que ses proches lui demandent constamment de l'argent qu'il avait confié à son frère qu'il était plus tranquille quand il était fauché. Il avait également dit à l'un de ses amis d'enfance qu'il avait réalisé que de nombreuses personnes qu'il pensait être ses amis n'en voulaient en réalité qu'à son argent. Abraham est généreux, mais il est loin d'être dupe. Et voici une autre preuve de la générosité du bon Abraham. Quelques semaines après sa victoire au loto, alors qu'il travaillait en tant qu'homme à tout faire dans le salon de coiffure de son ami, Greg Smith, à Lakeland, il avait cessé de venir travailler. Comme ce n'était pas dans ses habitudes, Greg l'avait appelé pour lui demander quand est-ce qu'il viendrait nettoyer le magasin. Ce à quoi Abraham avait répondu, amusé, qu'il ne viendrait pas, car il avait gagné au loto. Son ami et employeur pense alors qu'Abraham plaisante, il ne sait pas qu'il est en réalité
à la tête d'une véritable fortune. Et un jour, alors qu'il est dans son salon de coiffure, à couper les cheveux d'un client, Greg regarde par la fenêtre et voit une BMW noire s'arrêter devant son magasin. Il se demande alors qui est le propriétaire d'une voiture aussi chère et à sa grande surprise, il voit Abraham sortir du véhicule. Au début, il pense qu'il a emprunté le véhicule, mais en discutant avec lui, il se rend compte que son ami a bel et bien gagné à la loterie. Et en discutant ensemble, le bon Abraham apprend que la mère de Greg risque de perdre sa maison car elle ne peut pas rembourser les 63 000 $ qu'elle doit à la banque. Et Abraham insiste pour lui prêter cette somme. Greg finit par accepter, mais il insiste pour qu'ils aillent ensemble voir son comptable afin de remplir des papiers pour que l'emprunt soit officiel. Hors de question pour lui de profiter de la générosité de son ami et c'est ce qu'ils vont faire. Cependant, Abraham Shakespeare est mal équipé pour gérer sa nouvelle richesse parce qu'il ne sait ni lire ni écrire et il ne connaît rien à l'investissement. Et c'est à ce moment qu'une certaine Didi Moore, qui dirige une agence de recrutement d'infirmières près de Lakeland, voit sa photo dans le journal en octobre 2008. Elle trouve que son destin est extraordinaire, alors elle s'arrange pour le rencontrer. Elle veut écrire un livre sur lui. Et ce sera rapidement chose faite. Ils deviennent même rapidement amis et elle lui explique qu'elle peut en plus d'écrire son livre l'aider à gérer son argent, ce qu'il accepte. C'est une aide inespérée. Mais Didi oublie de lui dire une chose importante. Elle ne lui dit pas qu'elle a un casier judiciaire et qu'elle a été condamnée par le passé pour fraude à l'assurance, car elle avait mis en scène une agression pour garder frauduleusement un véhicule qui risquait de lui être retiré car elle avait des retards sur les paiements. Elle avait donc demandé à un de ses proches de garder la voiture dans son garage et ensuite elle avait prétendu avoir été kidnappée, agressée sexuellement et elle avait même affirmé que son agresseur lui avait volé sa voiture. Mais les enquêteurs ne l'ont pas cru. Ils étaient persuadés qu'elle avait elle-même scotché ses propres poignets et qu'elle s'était jetée d'une voiture en marche, probablement celle d'un ami, pour faire croire à une agression. Et elle poussera même le vice jusqu'à aller passer un examen de viol. Mais sa supercherie sera mise à jour et elle finira par plaider no contest et écopera de prison avec sursis. Raté pour Didi, mais une chose est sûre, elle ne manque pas d'imagination. Alors vous comprendrez aisément que cette histoire de livre, c'est du bidon. Il ne verra d'ailleurs jamais le jour, mais dans les 6 mois suivants leur rencontre, le 9 janvier 2009, Didi Moore réussira à mettre la maison d'Abraham au nom de son entreprise et à prendre le contrôle de ses comptes bancaires. Elle persuade même Abraham de créer avec elle une entreprise à son nom, Abraham Shakespeare LLC. D'ailleurs, on n'a pas d'informations sur l'activité de l'entreprise. Abraham lui donne le contrôle des fonds de l'entreprise et peu de temps après, Didi va retirer $1 million de ce fonds et le 21 février 2009, elle achète avec une Chevrolet Corvette 2008 pour son petit ami d'une valeur de $70 390. Et elle ne s'arrête pas là puisque le 2 mars 2009, c'est un Hummer d'une valeur de $90 000 qu'elle s'achète. Et le tout avant de s'offrir des vacances, bien évidemment aux frais d'Abraham. Mais ça ne lui suffit pas. Elle se met également à réclamer l'argent qu'Abraham avait prêté à son entourage. C'est au total plus de $570 000 qu'il a prêté. Mais c'est une aberration ce que fait Didi quand on sait que les 2/3 de cet argent lui ont été prêtés à elle. C'est une vraie charogne. Et en avril 2009, Abraham Shakespeare sera vu pour la dernière fois. À cette époque, les amis d'Abraham se rendent compte qu'ils ne l'ont pas vu depuis un moment. Interrogé, Didi leur explique qu'il se fait discret car il veut échapper aux personnes qui cherchent absolument encore et toujours à lui emprunter de l'argent. Elle dira tour à tour qu'il est en vacances à Miami, puis en vacances au Texas, puis en croisière, et enfin qu'il est parti aider des gens en Haïti et qu'il ne peut pas revenir aux États-Unis à cause du tremblement de terre. Do you get tired of people asking you for money all the time, babe? Give me your opinion on it. I've been tired a year ago. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. Are you going to miss your home?
Yep, I miss it, but life goes on. Tout ceci semble louche et le 9 novembre 2009, Cédric Edom, un cousin d'Abraham, commence à suspecter que quelque chose cloche. Il va donc déclarer la disparition d'Abraham à la police. Et cette Didi Moore est en pole position sur la liste des suspects des policiers, bien sûr. Assez rapidement, le bureau du shérif du comté de Polk se met à enquêter sur l'affaire et grâce à une simple surveillance et à l'étude des relevés téléphoniques de Didi, les policiers arrivent à déterminer assez rapidement qu'elle a quelque chose à voir avec la disparition d'Abraham. Ils souhaitent donc lui parler et elle est interrogée à plusieurs reprises. Le 24 novembre 2009, lors d'un interrogatoire de police, Didi Moore affirme que Shakespeare a été retiré du compte de l'entreprise qu'ils avaient créée ensemble parce qu'il ne voulait pas payer d'impôts. Compte tenu de tous les éléments qu'ils ont en leur possession, le 24 novembre 2009, Abraham Shakespeare est officiellement déclaré disparu par le bureau du shérif du comté de Polk. Un peu plus tard, le 3 décembre 2009, lors d'un autre interrogatoire, Didi Moore affirme que la raison pour laquelle Shakespeare a placé son argent sur le compte de l'entreprise américaine Medical Associates, qui lui appartient à elle, est parce qu'il ne voulait pas payer de pension alimentaire pour ses enfants. Elle a une explication à tout. Certes, ces explications sont bancales, mais elles ne se démontent pas. Et elle sent tout de même que l'étau se resserre autour d'elle. Alors c'est à ce moment qu'elle se tourne vers Greg, l'ami d'Abraham, pour obtenir de l'aide. Elle lui explique en larmes que tout le monde pense qu'elle a fait du mal à Abraham, alors que ce n'est pas le cas, et elle ajoute qu'il sera bientôt de retour. Ensuite, elle profite que Greg soit en grande difficulté financière pour lui demander de lui rendre un service auquel il ne s'attendait pas. Elle lui demande d'appeler la mère d'Abraham et de se faire passer pour lui et de lui dire que tout va bien afin de la rassurer car la police lui met la pression et qu'elle a besoin de gagner du temps jusqu'au retour d'Abraham. Au début, il refuse, mais comme elle lui offre $300 pour passer cet appel et parce qu'il pense sincèrement que son ami s'est juste caché de toutes les personnes qui le harcelaient pour son argent, il finit par accepter, persuadé qu'en plus de ça, ça rassurerait sa mère. Et Didi va même mettre ce coup de téléphone en scène, puisque le 27 décembre 2009, elle invite la mère d'Abraham dans un restaurant bruyant et bondé, et alors qu'elles sont à table, le téléphone de Didi se met à sonner. Elle dit à la mère d'Abraham de répondre au téléphone, car c'est peut-être son fils. Et quand la mère d'Abraham répond, Greg Smith fait semblant d'être Abraham. La voix semble différente, alors la mère se méfie, elle demande même qui est au téléphone. Greg répond que c'est bien Abraham et qu'il a juste un rhume, et contre toute attente, eh bien la mère va le croire. Elle sera même rassurée. Elle lui demande quand est-ce qu'il compte rentrer à la maison, ce à quoi il répond qu'il sera bientôt de retour. Et surtout, il lui demande de dire à la police qu'il va bien. À ce moment-là de l'histoire, Greg avait laissé à Didi le bénéfice du doute, mais toujours sans nouvelles de son ami, il se met à douter de son histoire et décide de contacter Abraham. Il lui laisse un message lui demandant de le rappeler, ce qu'il ne fera jamais. Quand soudain, il reçoit un texto de la part d'Abraham qui dit « Je te rappellerai dans un petit moment ». À cet instant, Greg sent que quelque chose ne va pas, car souvenez-vous, Abraham est analphabète. Alors forcément, jamais il n'envoyait de texto. Quelle que soit la personne qui lui a répondu, ce n'est pas son ami. Et forcément, ses soupçons se tournent vers Didi. Ce que Greg ne sait pas, à ce moment, c'est que lui aussi est dans le viseur des policiers. Il a été surpris avec Didi, alors qu'elle lui remettait les fameux $300 en échange de l'appel à la mère. Alors le 28 décembre 2009, Greg Smith est approché par la police. Les policiers lui expliquent qu'ils soupçonnent Didi d'avoir fait du mal à Abraham et ils lui demandent de les aider dans leur enquête. Et Greg accepte sans hésiter. Comme Didi semble faire confiance à Greg, la police décide de l'équiper d'un micro caché afin d'obtenir plus d'informations sur la disparition d'Abraham, car ils ont besoin de preuves pour arrêter cette Didi. Didi et Greg conviennent donc d'un rendez-vous et Greg invite Didi à venir s'asseoir dans sa voiture afin qu'ils puissent discuter ensemble de la situation. Mais Didi Moore n'est pas née de la dernière pluie. Elle est méfiante, elle le touche pour vérifier qu'il ne porte pas de micro. Greg, persuadé qu'elle a touché le micro et pris de panique, lui dit d'enlever ses mains.
et il la fait sortir de son véhicule en lui disant que si elle ne lui fait pas confiance, il ne lui fait pas confiance non plus. À partir de là, Greg va changer de stratégie. Cette histoire de micro sur le corps, c'est pas bon. Il a une meilleure idée. Il prend une canette de Red Bull, coupe le dessus et met ensuite à l'intérieur un petit enregistreur qu'il place dans le porte-gobelet de son véhicule. Il ne reste plus qu'à réinviter Didi pour voir si ça marche. Il fume des cigarettes et utilise la canette de Red Bull comme si c'était son cendrier. Et ça marche. Lui et Didi auront plusieurs conversations dans cette voiture en l'espace de plusieurs mois, jusqu'au jour où elle se met à parler d'un certain Ronald, un trafiquant de drogue qui l'a menacé et qui serait probablement responsable de la mort d'Abraham. Et c'est à ce moment que l'idée vient à Didi de trouver quelqu'un qui accepterait d'endosser la responsabilité du meurtre d'Abraham et de purger une importante peine de prison en échange d'une grosse somme d'argent. En janvier 2010, elle contacte donc Greg et lui demande s'il connaît quelqu'un qui serait disposé à admettre aux forces de l'ordre qu'il est responsable du meurtre d'Abraham. Quand Greg fait part de la demande de Didi aux policiers, cela leur donne une idée. Ils décident de faire appel à un officier sous couverture pour jouer le rôle d'un individu sur le point d'être condamné à une longue peine de prison. Et le 21 janvier 2010, il est présenté à Didi Moore, par l'intermédiaire de Greg, bien sûr. Didi Moore accepte de payer 50 000 $ à la famille du policier sous couverture, après son emprisonnement, s'il endosse la responsabilité de la mort de Shakespeare. Mais ce n'est pas suffisant pour que la police puisse l'inculper. Ils ont besoin que Greg Smith obtienne l'arme que Moore a utilisée pour commettre le crime, mais aussi qu'elle lui dise où elle a enterré le corps. Smith dit alors à Didi que si elle veut faire condamner ce type, il a besoin qu'elle lui apporte l'arme qui a servi à tuer Abraham, car ils ont besoin de preuves afin de convaincre les enquêteurs qu'il est bien l'auteur du crime. Et le 25 janvier 2010, elle lui apporte l'arme qu'il lui avait demandé. C'est un Smith & Wesson avec un viseur laser intégré. La police découvrira d'ailleurs des reçus de son achat dans une armurerie locale, découvrant par la même occasion que Didi s'était payé le luxe de s'entraîner à utiliser cette arme dans le stand de tir de ce même magasin. Didi dit également à Greg où le corps d'Abraham est enterré et lui demande de récupérer le corps et de s'en débarrasser, ce qu'il accepte de faire. Elle le conduit alors le jour même dans une propriété qu'elle possède à Plain City, en Floride, et lui montre une grande dalle de béton qui se trouve dans l'arrière-cour. Greg lui dit alors de lui montrer précisément où le corps d'Abraham est enterré en y déposant un fer à béton, étant donné qu'il ne peut pas sortir du camion car en aucun cas on ne doit les voir ensemble. Elle s'exécute. Et c'est le même jour que la police intervient pour prendre le relais. Ils sécurisent l'ensemble de la propriété. Personne ne doit entrer ou sortir jusqu'au lendemain quand ils seront équipés pour creuser. L'équipement nécessaire arrive enfin. Ils peuvent donc enfin fouiller l'endroit exact que Didi avait indiqué et c'est sans surprise que le corps sera retrouvé et identifié comme celui du pauvre Abraham Shakespeare. Et l'arme qu'avait donnée Didi à Greg sera analysée et il sera révélé que c'était effectivement l'arme du crime. Le 2 février 2010, Didi Moore est donc arrêtée. Les policiers pensent que c'est à la suite d'une dispute à propos de l'argent que Didi aurait tué Abraham. Elle ne voulait pas perdre sa poule aux œufs d'or qui, de toute évidence, ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Elle l'aurait appâté dans sa maison de Plain City et l'aurait tué le 6 ou 7 avril de 2 balles dans l'abdomen et dans la poitrine. Elle aurait ensuite appelé son ex-mari pour lui demander de creuser un trou dans sa propriété car elle avait soi-disant besoin d'une fosse pour brûler des ordures. Son ex-mari James Moore a donc creusé le trou. La police pense alors que Didi a elle-même déposé le corps à l'intérieur. 2 heures plus tard, elle a rappelé son ex-époux pour que cette fois, il comble le trou. Et quand il a été interrogé à ce sujet, James Moore a affirmé ne pas avoir vu ce qui se trouvait à l'intérieur de la fosse, car il faisait sombre. Sans le savoir, il venait probablement de recouvrir le corps d'Abraham. Et pour finir, Didi a ensuite demandé à un prestataire de recouvrir la tombe d'une dalle en béton.
Didi, qui avait réponse à tout, a alors accusé ce fameux trafiquant de drogue dont elle avait parlé à Greg, souvenez-vous, le fameux Ronald. Elle précise que c'est un Afro-Américain. Elle a expliqué que c'était lui qui avait tiré sur Abraham Shakespeare, alors qu'ils étaient tous ensemble dans son bureau. Un agent l'a confronté et lui a dit d'arrêter son char, que ce Ronald n'a jamais existé. Alors Didi a changé sa version, disant cette fois qu'elle s'était trompée. Ronald est en fait un homme blanc. Et au pied du mur, elle va encore changer de version, et elle va cette fois carrément accuser son propre fils, un pauvre adolescent de 14 ans qui n'avait rien à faire dans toute cette histoire, précisant qu'il avait agi en état de légitime défense. Les policiers n'y croient bien évidemment pas une seule seconde, et le 19 février 2010, Didi Moore est officiellement inculpée de meurtre au premier degré, et plus de 2 ans plus tard, le 10 décembre 2012, elle est reconnue coupable de meurtre, toujours au premier degré, et condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Pour rendre hommage à son ami décédé, Greg Smith a coécrit un livre sur cette affaire. Malheureusement, il ne reste presque plus rien de l'argent d'Abraham. On ne sait pas vraiment ce qu'il est advenu de sa fortune, et le peu qu'il reste a été saisi par la justice et placé sur un compte pour ses enfants. Comme le dit son ami Greg, si Abraham n'avait pas gagné à cette loterie, il serait toujours en vie. Et oui, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Souhaitons à ce bon vieux Abraham d'au moins reposer en paix. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci encore et toujours à la générosité de ceux qui apparaissent à l'écran et qui contribuent directement à la création des vidéos grâce à leur Tipeee, sans oublier ceux qui ont pris de leur temps pour regarder des publicités sur notre Tipeee. Merci encore à toi Hervé pour cette bannière, et enfin merci à tous de nous avoir suivis. Il y a mille et une façons de soutenir la chaîne, vous le savez, et nous suivre en fait partie. Je vous dis à bientôt sur YouCrime pour une autre triste histoire.